est vraiment un message très important. Alors, Patrick Karam, qui est-il? Il est inspecteur général de la jeunesse et sport. Il est conseiller régional Île-de-France. Et il a travaillé beaucoup pour les droits de l'homme. Il a d'ailleurs docteur en sciences politiques, en religion et en pouvoir politique dans les républiques d'Asie centrale. Monsieur Patrick Karam est chevalier dans l'Ordre national de mérite et il a été fait chevalier de la Légion d'honneur sur le contingent du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui lui a remis la Légion d'honneur le 20 mars 2012. Alors, il a différents sujets à partager avec vous, avec nous, aujourd'hui, concernant l'Égypte et concernant aussi quelques projets sur la jeunesse. Voilà, Patrick Karam. Merci. Je voulais d'abord adresser un témoignage de soutien à votre histoire personnelle. Quand j'étais au Tadjikistan, j'ai rencontré une femme qui était, elle, une militante. Elle se battait pour ses droits, pour les droits civiques. Et parce qu'elle était une opposante, parce qu'elle était connue, parce qu'elle combattait le gouvernement, un jour, ils sont entrés chez elle. Ils ont enlevé ses 2 filles, les ont violées et les ont assassinées sauvagement. Elle a tenté plusieurs fois de se suicider et finalement, elle s'est fait une raison, mais elle vit avec cette douleur. Je l'ai rencontrée et j'ai pleuré avec elle. Et tous les vendredis, avec l'imam, elle faisait la prière, j'ai prié avec elle, parce que ce sont des questions qui sont et qui rappellent la fragilité de l'humain face à des logiques implacables qui n'ont plus rien à voir avec l'humanité. Je voulais rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure, parce que c'est une question qui nous concerne. Pourquoi l'Occident? Les États-Unis? L'Europe? La France aussi, puisque je suis français? Pourquoi? La question, c'est pourquoi nous soutenons les frères musulmans, et Richard Karski a apporté une première réponse, et il a raison. Je veux compléter, s'il le permet, avec son autorisation, sa réponse. Il a raison, oui, l'Occident, les États-Unis, dès lors qu'il n'y a pas de régime anti-américain, quel que soit le régime interne, les Américains soutiennent. On ne découvre pas le soutien des États-Unis à l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite n'est pas, selon ce qu'il me semble, un pays extraordinairement ouvert. On ne découvre pas le soutien des Américains à l'époque aux djihadistes contre l'Union soviétique. Ils ont financé Ben Laden, ils ont financé ensuite ils ont laissé faire les talibans. Ils ont même négocié avec les talibans avant le 11 septembre. Les Américains et les Européens et les États en général n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts, sauf lorsque l'opinion publique s'en mêle. Ça, c'est un principe simple. Ils n'ont que des intérêts. Et dès lors qu'un régime ne leur oppose pas une rhétorique violente, agressive, il faut avoir le moins d'ennemis possible, mais dès lors qu'un régime règle ses comptes à l'intérieur, les Américains, les Européens préfèrent... Les Européens sont dans une posture un peu plus moraliste parfois, mais ils préfèrent souvent détourner la tête, ne pas voir ce qui se passe. Et c'est pour ça que l'opinion publique est importante. Mais je veux ajouter d'autres raisons. Ils jouent sur la stabilité. Est-ce qu'on a besoin d'instabilité dans cette région du monde extraordinairement complexe? L'Égypte aujourd'hui est un des pays les plus influents, sinon le plus influent du monde arabe. 100 millions d'habitants en 2020, ça compte. L'Égypte est située au carrefour de 3 continents. L'Égypte aussi est traversée par le canal de Suez, qui est vital pour l'approvisionnement occidental et l'économie en général. Et l'Égypte peut déstabiliser toute une région, à commencer par nos alliés Israël. Donc, effectivement, lorsqu'on fait la balance bilan positif-négatif, eh bien on fait attention. On fait attention. Mais malgré tout,
malgré tout ce que je viens de dire, peut vous dire qu'on a des moyens d'action qu'on n'utilise pas. Parce qu'aujourd'hui, les diplomaties sont aveugles, elles sont occupées par leur propre situation intérieure, elles sont moins occupées par ce qui se passe à l'extérieur alors que ça nous concerne. On va prendre le cas de l'Égypte, mais je pourrais dire la même chose de tous les pays du pourtour sud de la Méditerranée. Il y a d'abord un problème avec la jeunesse en Égypte. Et ce problème peut nous revenir en boomerang. 60% de la population est jeune, moins de 30 ans. Sur tout le pourtour sud, c'est entre 45 et 65% de jeunes. Et ces jeunes ne trouvent pas de travail. Ils ne trouvent pas à s'employer dans l'économie formelle. Donc qu'est-ce qu'ils font? Soit ils bidouillent, soit ils vivotent, soit ils vont rejoindre les rangs des intégristes qui font espérer le paradis, non pas sur terre mais après, soit eh bien, ils vont à l'étranger. Et là, c'est notre problème. On n'a pas été capable de comprendre aujourd'hui que ce qui se passe à nos frontières nous concerne. Ça concerne ces États parce qu'ils peuvent être déstabilisés par cette jeunesse qui est forcément mécontente, qui ne trouve pas à s'employer, mais ça nous concerne. Deuxième chose, c'est extrêmement important pour l'Égypte, les problèmes économiques. Les problèmes économiques aujourd'hui sont majeurs. Vous savez que l'Égypte a perdu, divisé par 3, ses devises. On est passé de 36 milliards de dollars de devises à 13 milliards de dollars en 2 ans. Morsi a bouffé les devises de l'Égypte. Aujourd'hui, Morsi vit avec des prêts ou des aides. Le Qatar, 3 milliards d'euros récemment, la Libye, 2 milliards. Et puis il demande l'aide du FMI. Au départ, c'était 4 milliards 8, maintenant, on est plus autour de 6 milliards d'euros. Mais le FMI dit à Morsi, d'accord, si on vous prête, va falloir que vous respectiez certaines règles. Sauf que si Morsi le fait, ben, il y aura des tensions sociales. Quand les frères musulmans sont dans l'opposition, ils disent, l'islam c'est la solution. Sauf que maintenant, ils ont les mains dans le cambouis. L'islam, c'est pas la solution aujourd'hui concrète de gestion de l'économie égyptienne. Et les Égyptiens le voient bien. Même les poubelles ne peuvent pas être ramassées. C'est ce qu'on citait tout à l'heure comme exemple, alors que ça faisait partie de leurs engagements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les frères musulmans restent au pouvoir, malgré la montée en puissance de l'opposition, ils finiront de toutes les façons par être décrédibilisés. Parce qu'ils ne peuvent pas réussir aujourd'hui dans la situation économique actuelle. La situation qui ne permet pas aux touristes de venir. Les touristes français ont été divisés par 2. On est passé de 600 000 à 350 000 personnes. Certes, les Allemands, les Anglais sont encore là. Les Russes arrivent. Combien de temps ça va durer? Et puis les investisseurs, ils ne veulent pas venir. Si, les Chinois. Les Chinois, eux, n'ont pas peur. Ils arrivent. Ils se disent, tiens, il y a de la place, on va venir. Ça ne suffira pas. Aujourd'hui, l'Égypte vit à crédit. Et c'est pour l'Égypte une situation de faiblesse. Et donc, pour nous, ça devrait être un moyen de pression. L'Europe, on parle de l'aide américaine, parce qu'on dit que la rentrée d'argent de l'Égypte, c'est le tourisme, c'est l'aide américaine, l'aide militaire américaine, c'est le canal de Suez, c'est aussi l'aide, votre aide, l'aide des Égyptiens de l'étranger. C'est le 4e ou 5e poste de l'économie égyptienne. Mais nous avons en Europe une force. Nous sommes le premier investisseur en Égypte. Premier partenaire commercial de l'Égypte. Et premier bailleur d'aide à l'Égypte. Le problème, c'est que nous faisons tout ça sans rien réclamer. Et c'est là que le bas blesse, c'est là qu'il y a un problème. On ne réclame rien. On a une sorte de diplomatie aujourd'hui qui est une diplomatie, j'allais dire, un peu molle. On a de bons sentiments, mais on ne fait pas de politique avec les bons sentiments. Je pense qu'il faut que vous plaidiez, parce que ça aussi c'est votre rôle. Il faut que vous puissiez plaider pour que l'Europe remette les points sur les i. L'Égypte a besoin de cet argent. L'Égypte aujourd'hui subventionne le blé et le pétrole. L'Égypte est le premier importateur mondial de blé. L'Égypte a besoin de l'argent européen, du blé français. L'Égypte, donc, peut être sensible, le gouvernement égyptien, à nos pressions. Quand ils vont trop loin,
On peut dire les choses. On ne peut pas imposer à un pays sa politique. Sinon, c'est de l'ingérence dans les affaires intérieures. Mais on peut leur dire, d'accord, voici nos lignes rouges. Vous dépassez ces lignes rouges, eh bien, ne comptez plus sur nous. Eh bien, moi, je vais vous dire ce qui pourrait être des lignes rouges pour ces pays. Première ligne rouge, ça doit être le comportement, ces 3 lignes rouges qui valent autant, le comportement international de l'Égypte, dont le respect des voisins, et Israël en particulier, mais pas seulement. Il faut lier l'aide à ce comportement, ce bon comportement international. Il faut le lier aussi à la situation des femmes, parce que c'est aussi un marqueur. On voit bien qu'il y a une régression aujourd'hui en Égypte. On voit bien que les femmes n'osent plus s'habiller comme elles pouvaient le faire avant. Elles craignent d'être agressées. J'ai entendu les témoignages. On voit bien qu'il y a une régression formidable en Égypte. Et face à ça, l'appareil sécuritaire de l'État tourne les yeux, parfois même encourage ces excès. Mais c'est la même chose pour les minorités chrétiennes. Ça doit être pour nous, et je le dis d'autant plus fortement que je suis d'origine libanaise, maronite, chrétienne. Mais j'appartiens à ce qu'on appelle, mes ancêtres, les minorités chrétiennes, les minorités d'Orient. Je dis très clairement qu'on ne peut pas laisser des horreurs se poursuivre en Égypte et tourner la tête. Et je dois vous donner un exemple simple. En Europe, il commence à avoir une prise de conscience. Une prise de conscience d'abord qu'il y a des persécutions religieuses, une prise de conscience d'abord par le Parlement européen et par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. En 2010, ils ont invité les États européens à élaborer une politique globale pour créer un asile fondé sur des motifs religieux, fondé sur des persécutions religieuses. Effectivement, il ne s'agit pas d'encourager le départ, mais il s'agit aussi d'accepter des gens qui sont en situation de subir, de souffrir dans leur pays, parce qu'ils ont de telle ou telle religion, ou parce que, tout simplement, ils veulent changer de religion. On puisse les accueillir. Ça, c'est la politique défensive, mais la Cour de justice des communautés européennes est dans cette logique. En 2010, elle a décidé qu'il fallait accorder l'asile en cas de risque pour l'intégrité physique du seul fait de l'appartenance religieuse. Ça veut dire qu'il suffit que vous soyez en Égypte. C'était le cas de femmes qui s'étaient converties en Iran et qui étaient persécutées. Le simple fait d'être de religions différentes et de s'être convertis, eh bien pour eux, ils considèrent que il faut leur accorder l'asile politique. Mais ils sont allés plus loin. Et c'est le dernier arrêt de la Cour de justice des communautés européennes concerne un copte égyptien réfugié en France. La France a voulu l'expulser en disant, écoutez, il est là, on l'accuse de prosélytisme, mais s'il va en Égypte, il sera simplement emprisonné. Bien, la Cour européenne a dit non. Vous n'allez pas expulser cet homme parce que s'il va en Égypte, il subira un traitement inhumain et dégradant. Pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant. Parce que la Cour dit très clairement que les autorités égyptiennes, aujourd'hui, ne protègent pas les minorités chrétiennes. C'est une autorité judiciaire, mais qui prend un acte fort politique que nos gouvernements n'ont pas le courage de poser. C'est extrêmement important, cet arrêt de la Cour de justice des communautés européennes. Vous devriez vous en servir pour alerter les gouvernements. Moi, je vous donne la date. Vous allez la chercher cet arrêt. C'est un arrêt du 6 juin 2013. La Cour dit très clairement qu'il y a une absence de réaction des policiers et de l'autorité, des autorités de l'Égypte, et qu'il y a un doute sérieux quant à la protection qu'ils donneraient aux chrétiens. Donc très clairement aujourd'hui, il y a une prise de position que nos États, que nos gouvernements devraient partager. Et pour moi, il y a une deuxième chose que nous devrions faire, et je vais m'en tenir là, c'est ce que l'Europe a commencé à faire, c'est avec le processus de Barcelone qui a été lancé en 1995, c'est-à-dire que l'Europe a décidé qu'avec les pays du pourtour sud de la Méditerranée, elle allait faire un programme qui s'appelle Euromed. Et puis ça a été un programme qui a été complété par le programme PEJA. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de quoi il s'agit?
Il s'agit simplement de favoriser un dialogue interculturel entre jeunes de part et d'autre de la Méditerranée. Il s'agit de permettre l'émergence de citoyens actifs, la formation de citoyens de l'autre côté des frontières. Et ces programmes valent pour l'Égypte, mais ça vaut aussi pour la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, Israël, le Liban, etc. Ces programmes, malheureusement, sont en baisse. Mais que peuvent permettre ces programmes? Moi, je vais vous le dire. On voit bien qu'en Égypte, la révolution a commencé par les jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des organisations jeunes, peut-être plus formées que dans le reste des pays arabes, mieux organisées. Ces organisations de jeunes ont mené le combat. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut les aider. Il faut tout simplement investir sur ces jeunes. Il faut leur donner les moyens de communication, financer la création de radios, financer la création de sites internet, financer la création et peut-être financer des emplois. On est capable de le faire en Europe. Il faut que les programmes européens qui permettent de le faire puissent être transposés dans le sud de la Méditerranée. C'est impératif, c'est obligatoire aujourd'hui pour que nous puissions, nous, aujourd'hui, avoir des gens qui mènent un combat en faveur, ils défendent nos valeurs. Quand ils défendent les valeurs de l'islamisme radical, intolérant, ils sont financés. Ils trouvent les financements au Qatar ou en Arabie Saoudite. Bon, on peut continuer la liste. Mais quand ils disent qu'ils sont pro-occidental, on les regarde, on leur dit, mais est-ce que vous êtes sûr que vous êtes pro-occidental? Et puis on n'a pas tellement d'argent, et puis on verra ce qu'on peut faire pour vous. Ça n'est pas acceptable. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons, et je vais résumer, lier l'aide que nous donnons à nos voisins, en faisant attention de ne pas les déstabiliser, mais lier cette aide. Et l'Égypte, qui accueille des touristes, est capable de comprendre qu'on ne peut pas tout faire, parce qu'il perdrait la manne touristique. On ne peut pas tout faire, parce qu'il pourrait perdre la manne de l'aide européenne. Elle est capable de le comprendre, mais il faut le dire, et il faut le dire fort. Et comment? Je vous ai dit tout à l'heure que l'État n'a pas d'amis, mais que des intérêts. Ben, tout simplement, votre action peut permettre de mobiliser l'opinion française. Et Richard Prasquier disait quelque chose de très juste tout à l'heure. Moi, je suis 100% d'accord avec lui. Je me souviens qu'en 89, pendant la guerre du Liban, entre la Syrie et, à l'époque, les chrétiens, on a résumé ça comme une guerre syrie-chrétienne. C'était plus complexe que ça, puisque les musulmans aussi étaient, une partie des musulmans était aussi du côté chrétien. Les Français se sont levés comme un seul homme parce qu'ils se sont dit c'est les chrétiens d'Orient. Et Richard Prasquier a raison. Ici, la France est un pays qui reste très attaché aux valeurs chrétiennes. Elle serait tout à fait prête à se mobiliser dès lors qu'elle aurait connaissance qu'il y a une forte minorité chrétienne en Égypte. Elle l'ignore. C'est votre travail, ça. Mais cela passe par un impératif, c'est l'unité. Je n'ai pas de leçon à donner, je n'ai pas de conseil à donner. Mais dimanche, vous allez manifester à Paris, il y a 4 organisations. Ils appellent à manifester devant l'ambassade d'Égypte à 4 moments différents. Est-ce que vous croyez, en affichant cette division, est-ce que vous croyez que vos revendications sont crédibles? Est-ce que vous allez pouvoir être entendus? Est-ce que vous croyez sérieusement qu'un gouvernement occidental vous prend en considération et vous respecte? À vous de montrer que vous savez faire l'unité, mais parce que de cette unité dépend pour vous la suite et ensuite le dialogue que vous pouvez avoir avec l'opinion française. Ce n'est pas un dialogue avec les politiques seulement, c'est aussi un dialogue que vous devez avoir à travers les médias nationaux, mais vous pouvez le faire seulement si vous êtes unis avec l'opinion française. Merci à vous.